Stéphane Bélanger, bienvenue. Bienvenue à Parle-moi de ça au podcast. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Moi, je commence tout le temps avec... Une bonne bière? Oui, une bonne bière, c'est ça. Puis, je veux savoir, tu viens de où? Moi, c'est ton histoire que je veux connaître. Okay. Des anecdotes, puis tu es né où? Puis... moi, je suis natif de Montréal. J'ai grandi à Montréal en 72. Fait que... Yes sir, les gens en 72. Grandi à Montréal, par contre, j'avais un pied quand même à terre dans la région de Mauricie, en fait au centre du Québec, Saint-Célestin, Saint-Léonard-d'Aston, Nicolet. Tu sais, Nicolet ou Nicolette? On dirait que c'est pas réglé, hein, ça? Ouais, moi, je sais pas ce qu'on dit. Nicolette. OK. Puis c'est Jean-Claude Gilna qui vient de Nicolette. T'es un farfadet! C'est ça, j'ai grandi quand même à Montréal, Laval, puis ensuite de ça, en 98, je suis arrivé à Trois-Rivières. Ouais. Parce que j'ai joué au théâtre. Okay. J'ai pas mal commencé là la carrière. 96, je sortais un spectacle avec un gars qui s'appelle Steve Dufresne. On faisait un duo ensemble. Il était imitateur aussi. Ça s'appelait Les Jumeaux de la Voix. Fait qu'on avait fait 2 semaines de temps pendant le festival Juste pour rire à Montréal, au Théâtre National. On avait booké ça là en même temps que le festival Juste pour rire parce qu'ils ne voulaient pas m'avoir au festival. OK, ah ouais. Fait qu'on s'est dit, nous autres, on va se booker un show dans le théâtre. Fait que on a fait ça pendant tout un été de temps, 96, ouais. Puis ton inspiration à devenir humoriste, puis ça vient de où, ça? Écoute, ça vient de loin. Et quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé l'humour. Tu sais, chez nous... on est tous des gens qui aiment l'humour, malgré que ma mère et ma soeur sont moqueuses, là, plus que d'autres choses. Là. C'est des gens moqueurs. T'sais. Moi, ça a pris du temps. J'ai ri une personne d'une fois qui avait des tics nerveux, j'étais jeune, puis je me suis mis à avoir des tics nerveux. Asti, je ris plus jamais de personne. Fait que... mais c'est ça. L'humour, moi, Jean-Guy Moreau, qui était imitateur, Pierre Verville... André-Philippe Gagnon, il va y avoir de l'inspiration là, parce que ma première imitation que j'ai faite dans ma vie, c'est Daniel Lemire. OK. Ça fait longtemps, là, dans ses débuts, quand il avait sorti son personnage, l'oncle Georges. Ouais. Puis je faisais l'autruche de l'oncle Georges, tu sais. Ça ressemblait à ça, là. Ça a toujours resté, c'est tellement un must que je le garde dans mon show actuel. Ah ouais. Oh, ouais. Puis j'imitais « Allô, toi! Seigneur, c'est Oncle Georges! » Ça fait longtemps que j'ai pas imité Oncle Georges. Là. Ça fait des années. C'était la première imitation. Puis ça découle de... Parce qu'on a un chalet à Saint-Célestin. Puis on a fait un gros party. Puis il y avait un gars qui était là que j'aimerais revoir un jour. Peut-être il s'appelait... Son surnom, c'était Cowboy. Mais j'étais jeune, à peut-être 12 ans. Là. Puis lui, il faisait ça, il faisait Oncle Georges. Allons, toi, là, je voyais les gens réagir autour dans ma famille, tout le monde riait, puis tout. Fait que je fais comme, Colin, ça vient me chercher, cette fille, ça. Fait que je me suis mis à tenter de faire ces imitations-là, puis ça a commencé à fonctionner. Mais, tu sais, dans ma vie, j'ai toujours... j'ai jamais pratiqué d'imitation. OK. J'ai pratiqué des numéros, mais j'ai jamais pratiqué d'imitation. C'est bizarre, hein? Ça sort comme tout seul, là, tu sais. Je peux jaser avec toi là, pendant 5 minutes, puis je vais me mettre à parler comme toi. Mais aujourd'hui, je suis contrôlé là-dessus, mais quand j'étais plus jeune, j'imitais tout le temps les gens avec qui je me tenais, tu sais. Mais sans vouloir les imiter. J'aimais ça, je sais pas, ça se faisait tout seul, là, je sais pas, c'est peut-être une maladie mentale. Non, mais c'est des traits d'une personne qui t'attire à imiter cette personne-là. Ouais, souvent, ça, la voix vient après, sûrement. Ouais, la voix, ça sort tout seul. Automatiquement, que je me sens comme cette personne-là, ça sort tout seul. C'est pour ça qu'il y a des voix, les gens vont me dire, es-tu capable d'imiter un tel? Tu sais, Simon Leblanc, exemple, c'est un bon exemple parce que ça fait comme 2-3 ans, je m'essaye, je réussis pas à aller chercher le petit ton de voix. Fait que là, je me dis, je suis obligé de le pratiquer, puis ça me fatigue énormément. OK. J'ai jamais fait ça, pratiquer une voix. Okay. Elle sort toute seule. Naturel, ouais. Ouais, je l'ai pas. Fait que c'est un peu ça. Ben là, je suis rendu partout. Tu m'as demandé l'inspiration que j'ai, mais c'est ça. L'inspiration vient beaucoup d'imitateurs qui vient des amis de la famille ou, tu sais, que ce soit des imitations de Daniel Lemire. Là. Souvent des personnages dans ta famille que t'imitais un oncle ou quelque chose du genre. J'imitais tout le monde. J'imitais mon frère, mon oncle, le cousin, le facteur. Ma mère a dit qu'il venait souvent.
Puis, dans le fond, toi, t'as pas fait l'école de l'humour, là. T'as fait ta carrière, puis t'as construit ça comment, cette carrière-là? Écoute, ça s'est bâti. J'ai commencé à... Logiquement, quand je m'amusais à aller faire des animations, en faisais au théâtre. En 98, j'ai fait du théâtre à Trois-Rivières, théâtre des Marguerites. OK. Et dans une pièce de théâtre avec Régis Simard, le frère de Nathalie. Puis, je faisais quand même des imitations là-dedans, un peu, encore de personnages. Puis, c'est là que j'ai rencontré ma femme actuelle, Lynn. Puis, en plus qu'on est tombé en amour, ben Lynn, elle voyait ce potentiel-là, tu sais. Puis, elle l'a développé, tu sais. J'y dois quand même, là, parce que j'y dois. C'est un peu elle a commencé à envoyer ça un peu dans des bars, dans des places, là, pour pogner des contrats, commencer à faire ça. Premier contrat que j'ai fait, là, je sais pas si ça dit de quoi, il y avait une auberge à Saint-Célestin. Aujourd'hui, c'est fermé depuis des années, là. Puis je pense que ça appartenait au motard. Pas sûr, là, mais il y avait une auberge qui était là, il y avait un bar. Puis premier contrat qu'elle pogne, là, fallait qu'elle ait rencontré ce monsieur-là. Puis je ne dirai pas son nom. Puis elle a booké comme trois shows, 3 fins de semaine de suite, de 1h30. Hey, j'avais même pas 15 minutes d'écrit. Il fallait que je fasse 3 fois 1h30 différents. Fait que t'improvisais? Oh, j'improvisais, là. J'ai écrit des affaires, mais ça m'a permis de me développer. Mais vu que j'ai pas fait l'école, j'avais pas les techniques. Par contre, l'humour, c'est comme la musique. Okay? Tu sais, la musique, c'est 1, 2, 3, les temps. L'humour, c'est des temps aussi. C'est la musique, c'est la même chose. Tac, 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 punch. Tac, 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 punch. Mais tu peux avoir de l'humour qui est un peu différent, puis ça va fonctionner pareil, comme il y a des types de musique qui sont hors synchro, puis ça fonctionne très bien, là. Mais j'ai pas fait l'école, par contre, je l'ai appris sur le tas. Je suis pas un grand auteur, là, tu sais. J'ai fait écrire beaucoup de mes numéros quand j'allais faire des numéros à Juste pour rire, au Grand Rire Bleu de Québec. À l'époque, ça s'appelait de même, Comédia aujourd'hui. Et je faisais écrire mes numéros par soit Mathieu Graton, soit par d'autres humoristes qui me donnaient un coup de pouce. Là. Okay. Je leur donnais des commandes, ils écrivaient des numéros. Puis moi, j'interprétais les numéros. Tu sais, j'étais un peu comme une Céline Dion qui écrit pas. Puis que je ne veux pas me comparer à Céline Dion, là, parce que j'ai plus de graisse qu'elle. Mais comparativement à des... mettons, ceux qui ont fait l'école de l'humour, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais je veux savoir, est-ce que c'est bien vu par les personnes qui l'ont fait? Ou bien c'est quoi la différence? Écoute, la différence, je te dirais que la différence, c'est ça, c'est les techniques. Tu sais, les techniques puis les contacts. Parce que là, ils te rendent, quand tu fais l'École nationale de l'humour, puis là, aujourd'hui, je le sais pas. Moi, je te parle de ça il y a une couple d'années que je connaissais là-dessus. Puis c'est très bon, là, tu sais, c'est vraiment très bon. Les gens qui vont faire l'École nationale de l'humour vont apprendre les techniques, vont avoir les contacts. Ils vont commencer tout de suite à être dans le domaine, savoir les endroits à faire des spectacles. T'sais, ils vont être plus au courant de ce qui se passe. Puis, puis ils vont comprendre les techniques d'écriture. Là. Une fois qu'ils se sont trouvés là-dedans, parce qu'il faut que tu te trouves. Il y a des gens qui vont aller là, ils écrivent, mais ils ne se connaissent pas en tant que personnage. Okay. C'est important de te connaître parce que quand tu arrives sur scène, tu dis que tu es toi-même, mais tu n'es jamais toi-même sur scène. Là, je connais pas un humoriste qui est lui-même sur la scène. Là. Mais toi, t'es la preuve qu'on peut percer pareil, même si on fait pas le coup. Là, c'est plus difficile, le chemin est plus long, c'est plus long. Mais tu réussis à quand même à faire je réussis quand même. Puis là, t'en as un nouveau qui s'en vient. C'est le fun, ça. On en parlait tantôt. Ouais, c'est bon. Puis comment on se prépare à ça, un spectacle? Je veux dire, toi, dans le fond... t'arrives-tu là 2 heures d'avance, puis les tasses de son, cette affaire-là, comment on se prépare pour un spectacle dans ton genre? Là? Ben, ça dépend lequel des spectacles. Je vais te parler du spectacle solo, quand je vais faire des corporatifs ou des congrès ou des festivals. Ben, souvent, ça dépend si j'amène de la sonorisation ou pas de sonorisation. Tu sais, ça enclenche beaucoup de choses, mais essayer d'y aller dans tes réponses un peu plus structurées. Là. Je vais tout seul, le son est là. Moi, j'arrive 1 heure avant un spectacle, toujours. Je suis plus stressé, j'ai plus le stress, j'ai plus la petite affaire en dedans qui me met ses nerfs. Ça doit être le fun, ça, de plus avoir ce stress-là. Oui, puis non, ben souvent,
on va driver, tu sais, cette chose-là nous fait driver. Tu sais, là, j'ai un nouveau spectacle, je suis avec des musiciens, tout ça, puis c'est nouveau pour moi. Fait que quand c'est nouveau, il y a eu des répétitions, puis pas que je suis pas à l'aise, mais c'est nouveau. Vu que c'est vraiment nouveau, j'ai hâte de le faire, mais ça a revenu sur cette petite affaire-là en dedans, fait que c'est... Mais ça te pousse souvent à te dépasser, là. Tu sais, il y a une phrase que je vais retenir de René Angelil qui disait « Tu sais, mon champion, on peut pas être bon tout le temps, mais il faut être bon quand c'est le temps. » Ça, je retiens ça. Merci, René. Il te l'a pas dit à personne, là? Non, il disait ça souvent. Il l'avait dit à Céline. Ouais. Il disait souvent. Mais ça, j'ai retenu ça. Moi, je trouvais ça bon comme phrase. Mais tu sais, sur scène, là, quand t'arrives sur la scène, là, tu dois être bien. Parce que moi, là, écoute, j'ai toujours voulu faire ça, la scène, puis j'ai pas eu la chance. Puis j'ai peut-être pas eu le petit guts, là. Puis, tu sais, ça prend des bons textes aussi. Puis, quand j'arrive sur une scène, puis je regarde, les bancs sont vides. Je me sens bien, là. Mais tu peux pas... c'est le feeling... parce que les bancs sont vides? Ben, non. Non, pas parce qu'ils sont vides. Non, mais je m'imagine qu'ils sont pleins, tu sais. OK. Puis là, ben, je me sens bien d'être devant la foule, puis de m'imaginer que je leur parle, tu sais, puis que je les fais rire, là. Ce feeling-là, là, ça doit être incroyable, hein? Ben, ce feeling-là, c'est un peu pour ça qu'on fait ça. C'est une drogue. C'est une drogue, honnêtement. C'est pour ça que moi, tu sais, je chantais pas beaucoup avant, une couple d'années, et je chante de plus en plus. C'était pas que c'était pas ma force, c'est que j'avais de la misère avec ça, puis aujourd'hui, je chante beaucoup, là, tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que si j'avais une chanson qui était drôle, pas de problème avec ça. J'avais une chanson que je faisais un petit hommage à Johnny Cash. Au début, ça m'a pris énormément de temps avant de pouvoir le faire. Parce que je suis pas habitué de voir des gens qui rient pas. OK. Ça me drive pas, tu sais. Les gens viennent molles, sérieusement. Là. Ça me rendait fou. Puis je comprenais pas les chansonniers, je comprenais pas les chanteurs. Puis je me disais, moi, oui, tu véhicules une émotion, là, mais... c'est dur pour moi. C'était plus dur de ne pas voir les gens rire. Ça, parce que toi, tu te dis, elles sont venues ici pour que je les fasse rire. Là, fait que, tu sais, ouais, ben, c'est ça. Puis en même temps, moi, j'étais habitué qu'ils rient, ces gens-là. Mais ta performance de Johnny Cash, moi, je l'ai déjà entendue. Là, puis c'est quelque chose. Aujourd'hui, écoute, je suis à l'aise avec ça. Puis j'ai plus de problème du tout. Puis ça m'a pris comme... ça fait 25 ans que je fais ça. Là. Ah ouais, ça fait peut-être 20 ans que je joue de la guitare. Mais tu sais, je suis pas un joueur excessif de guitare. Je suis un gratteux de guitare. Là. Mais je me suis toujours dit, je vais le faire en show. Il faut que je le fasse en spectacle. Je le fais chez nous. Ça fonctionne. Pourquoi je le fais pas en show? Je n'étais pas capable. J'ai dit, je vais regarder tout le temps mes accords. J'ai peur de me tromper. Puis là, ben, étant donné qu'avec le nouveau show, j'étais avec 3 musiciens, ça m'a libéré de ça. Je joue de la guitare sur la scène. C'est le fun au bout. Là. Puis, sais-tu combien de personnages que tu es capable de faire? T'as-tu déjà compté ça? Hein? À peu près? On m'en a déjà demandé, ça fait une couple d'années en plus. Ouais. Écoute, j'ai jamais compté. Une fois, peut-être, j'avais regardé des voix, ce que j'étais capable de faire. Et pas nécessairement ce que j'avais déjà fait, mais ce que j'étais capable de faire. Puis peut-être 150, 200 voix. Ouais, là, tant que ça. Ton préféré, toi, c'est quoi? Okay. Non, mon préféré, là, c'est l'écœurant. Tu sais, non, mais lui, là, hein, il aime ça faire des imitations, lui, là, hein? J'aime bien Régent. Ouais. Ah ouais, ben... Aïe, c'est impressionnant. Je t'ai déjà entendu faire Peter McLeod de un moment donné aussi. Ouais. Mais juste avant. Ouais. Juste avant. Tu ressembles un peu, hein? On te l'a-tu déjà dit? Qu'est-ce que tu ressembles? OK, parfait. Vas-y. Ouais, c'est pour ça de même, là. Ouais, j'aime ça moyen. Prendre de la bière, une blonde, une brune. Mais tu préfères les rousses. Hey, mais j'aime ça des femmes, hein? Non, mais c'est vrai, j'ai vu un de mes chums l'autre jour, ça faisait 10 ans, je l'ai pas vu. 10 ans, il dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait 10 ans, gars. Puis, est-ce que ça a déjà arrivé que tu fasses les personnages devant eux? Ouais, ben Peter McLeod, quelle année j'ai fait ça? Je pense en 2010. J'ai fait au Métropolis, il fêtait ses 20 ans de carrière. OK.
Et ça, c'était un méga succès. C'était incroyable. Là. J'ai monté un numéro spécial pour Peter McLeod. Puis dans ce numéro-là, je reflétais tous ces numéros qui avaient fait des succès. Mettons à la télévision, Juste pour rire, au Comédia, au Grand Rire. Et il y avait un numéro où il y a un gars, c'est un comédien, je ne sais pas son nom, là, mais il mesure comme... je sais pas, il doit mesurer 6 pieds 9. Il est grand, il est bif, il a le cou là, c'était gros de même. Là. Martin Paquette? Non, pas Martin Paquette, non. Il était bif, là. Fait que lui, il venait me pogner, puis il faisait semblant comme de m'embrasser. Je me souviens plus du numéro exactement, mais ça, un hommage à Peter McLeod. Avec lui, il avait bien aimé que je l'imite. La seule affaire qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me dit donc une fois? Il m'a dit, ouais, me dérange pas, tu m'imites, esti. Prends pas mes textes. Ouais, j'ai dit non. J'ai dit, esti, je vais être plus drôle que toi. Mais il y a lui, il y a Mike Ward aussi. Ouais. Mike, je l'ai fait bien des fois devant lui, puis il aimait bien ça, puis grâce à lui, ben, j'avais fait un gala en 2004. Il m'a mis son gala qui animait. Okay. Fait que, tu sais, j'avais fait un numéro. Mike, c'était écœurant, tu sais. J'aimerais ça. Prendre une autre bière avec lui. Mike, la bière, est-ce ça? Est-ce qu'il y en a qui le prennent mal des fois quand tu les émites ou ils t'appellent ou bien t'as-tu déjà reçu un commentaire, non? J'ai toujours eu du respect avec la colonie artistique au niveau des imitations, au niveau des humoristes. Puis je ne sais pas pourquoi. Tu leur manques peut-être pas de respect dans ces imitations? Du tout. Puis même, il y a des humoristes qui m'ont demandé « Pourquoi tu m'imites pas? Pourquoi tu m'imites pas? » Oui, mais c'est ça. Ils me l'ont demandé. Stéphane Fallu, une couple de fois, me l'a demandé. P.A. Méthode me l'avait demandé. Je suis pas capable. T'as la voix trop... claire, P.A., j'étais pas capable. Déjà que lui qui a une voix claire, mais qu'il y a deux voix différentes, c'est Jean-François Mercier. Ouais. Je suis capable d'imiter Jean-François Mercier sur sa voix qui est pas claire. Tu sais, quand il y a une petite voix claire, je suis pas capable d'aller la chercher. Ouais, mais tu sais, l'autre voix, là, tu sais, veut dire... non, mais c'est vrai, c'est cabochon, là, tu sais... Cette voix-là, je suis capable de la chercher. Non, c'est ça, comme tu dis, tu as eu un respect envers toute cette colonie-là. Ouais. Y a-tu, je sais pas si tu veux en parler, mais y a-tu deux gangs dans ça? J'ai comme senti, à un moment donné, en écoutant des podcasts, d'affaires-là, que il y en a une gang qui n'aime pas certaines personnes, mais ça n'a pas rapport avec si tu as fait l'école de l'humour ou pas. Là. Je reviens encore là-dessus, là, mais est-ce que tu sens ça? La gang de Québec, la gang de Montréal? Ouais, ça, je l'ai senti au début de ma carrière, okay. Montréal, Québec, là, mais tu sais, c'était pas envers le monde. Les deux, ouais, j'étais entre les deux, mais j'étais plus porté vers Québec parce que c'est plus le Grand Rire Bleu qui m'a donné beaucoup plus de chance que Montréal, là, que Juste pour rire. Mais tu sais, c'est pas le même humour. À Montréal, c'est différent. Montréal, c'est très différent. Mais j'ai jamais senti cette affaire-là, une guéguerre de ça, là, tu sais. Puis moi, je te dirais honnêtement, dans chaque métier qu'on fait, il y a tout le temps des gens puis des gangs ensemble, puis tu sais, chaque job, fait que ça fait partie d'une job, là, tu sais, ils sont collègues de travail, mais il y en a qui s'aiment pas, pareil, là, tu sais, mais ça se dira pas vraiment, étant donné que c'est des métiers publics, là, tu sais, c'est caché un peu, mais moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, là. Non. Ta plus grande foule, c'était quoi? Combien, à peu près? Hey, c'est spécial, parce que la plus grande foule que j'ai eue, ça s'est fait au Cap-de-la-Madeleine, la plus grosse, dans le temps du Festival des amuseurs publics. Il y avait 33 000 personnes. Aïe, aïe. Ouais, ça a été hot, hein, tabarouette. Ouais, 33 000. Yes, ben sir, on est là, nous autres. On appelle ça le BDC, le bas du Cap! OK? Mais à un moment donné, 33, puis 18, mais 12, tu sais, il y a une grosse différence dans le sens que quand il y a gros du monde, là... à partir de 1000, là, même s'il y en avait 30 000, là, c'est déjà beaucoup de monde. J'ai fait l'amphithéâtre ici. J'ai fait la première partie de Grégory Charles. Là. OK, il n'y a pas longtemps, ça? Ben, ça fait... à moins que tu sois revenu, là, mais... avant pandémie. Je pense que c'est avant la pandémie que j'ai fait sa première partie. J'étais supposé de faire 20 minutes. J'ai fait 45 minutes. Ah ouais? Ouais. Puis il y a une raison à ça. OK. Ouais. Je suis pas... ben, tu sais, c'est l'âge qui m'a fait faire ça, parce que j'aurais jamais fait ça avant, tu sais. Mais on était dans les loges en arrière, puis il m'a jamais salué, Grégory Charles. Il m'a jamais parlé. Il a fermé sa porte. Il voulait pas me parler. Je dis, ouais. OK.
On m'arrange avec ça, c'est la scène. J'ai fait 45 minutes, j'étais supposé de faire 20. OK. Lui, il faisait des push-ups en arrière, il avait hâte d'embarquer, là. OK, c'était une vengeance, un peu. Ouais, c'est de même, je me suis vengé, moi. Merci, Grégory. Puis le moment le plus marquant de ta carrière, ça devait être, ben là, tu as peut-être parlé, là, c'est la plus grande foule, mais non, il doit y en avoir un autre, certain. Écoute, il y en a beaucoup des moments marquants, mais le plus beau moment marquant, je te dirais quand j'ai reçu le Nez d'or au Grand Rire Bleu de Québec. Là, OK. quand j'ai reçu le Nez d'or pour être la personnalité de l'année, c'est ça qu'on appelle l'humoriste de l'année, en tout cas. Ouais. OK. Ouais, c'est celui qui a fait lever plus les foules durant l'été dans le festival. Là. Tu peux-tu en vivre de ça? Veux dire, toi, tu dois en vivre un peu de ça, là, de tes shows. Écoute, on est des PME, OK? Mais je te dirais, c'est pas tous les humoristes. Par contre, moi, dans la branche que je suis, tu sais, je suis dans la variété, dans l'humour, l'imitation, le chant, tout ça réuni. Puis c'est l'équipe aussi en arrière. Il faut avoir une bonne équipe. Là. Okay. Quand tu as une bonne équipe, puis des bons vendeurs, j'appelle ça, c'est des agents, là, mais j'appelle ça, c'est des bons vendeurs. Puis ils ont confiance en toi, ils ont confiance en ton matériel, puis ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé fort pour avoir... pour sortir un spectacle en corporatif qui fonctionne. Que ça fonctionne tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire... Je suis pas un venteur dans la vie, là. C'est juste que ça fonctionne toujours. Je finis un spectacle, ça fonctionne. Et à un moment donné, quand je finissais un spectacle, on en vendait 2, 3. OK. Tout le temps. Je finissais un show, on donnait des cartes, on signait quasiment là. Ah. Fait que je me suis trouvé une façon... d'ailleurs, j'avais passé une entrevue dans un journal qui s'appelle Urbania dans le temps. Trois-Rivières, ouais. Non, c'est pas à Trois-Rivières, Okay. à Montréal. Urbana ou Urbania, où je me souviens plus quoi, là. Mais il a fait une page complète là-dessus, c'était marqué le spécialiste des corporatifs. J'ai monté un show en conséquence pour que ça fonctionne. Pas dire que je vais faire ce que j'aime moins, mais je donne aux gens ce qu'ils aiment. OK. T'en fais beaucoup de corporatifs. Mais moi, on m'a dit, parce que moi, j'organise pour la shop, là, dire pour mon travail. Des fois, dans le club social, j'ai organisé des shows d'humour. Puis on m'avait dit que c'était vraiment difficile de faire un corporatif. Puis à cause que souvent, le monde, surtout les parties de Noël, là, le monde n'écoute pas. Ça, les parties de Noël, c'est une autre histoire, on m'a dit une chose, parce que j'en fais beaucoup. Et parties de Noël, c'est là que c'est le plus tough. Ouais. Fait que c'est là qu'il faut que tu te surpasses. Tu sais, parce que c'est ça qui est le plus tough, mais on peut pas faire plaisir à tout le monde. Les gens n'ont pas payé de billets pour te voir. C'est ça. C'est leur partie de Noël. Puis, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins pire. C'est que les propriétaires donnent plus des bars open à leurs employés, ce qui faisait en sorte que le monde était sous. Là. Écoute, j'ai une anecdote là-dessus. J'en ai plusieurs. Je vais t'en raconter une. Je fais un corporatif pour c'est des chercheurs, des scientifiques. Puis, il y a à peu près 300 personnes. OK? Puis, je fais le show. Puis, ils rient pas. Pendant 1 heure. Je fais 1 heure et quart. Ça rit pas. Aucune joke. C'est impossible. Là. C'est dur pour la personnalité pour te remettre en question, mais moi, je me remets pas en question parce que je le sais que ça fonctionne. T'sais. Et là, ça rit pas. Puis je descends dans le monde, j'imite les gens, moi, dans les shows. Fait que je leur demande leur nom, puis je prends leur voix. Puis j'arrivais avec le micro, puis ils se tassaient tout le temps. Là. Ils voulaient pas ce que j'y parle. J'ai mis le micro là. J'ai fait comme « Merci beaucoup tout le monde. Ça fut pour moi un plaisir financier. Bonne soirée. » OK. Mais ça, c'était le moment qui était rough, là. Puis ils se sont rendus compte de rien, d'après moi. C'était tout chaud. C'est ça, eux autres, ils voulaient juste s'amuser puis avoir le party. T'as une gang en avant qui t'écoute, puis l'autre gang en arrière qui parle. Puis là, moi, quand j'organisais ça, je voyais ça, je disais « Ah non, man, c'est sérieux. » J'ai failli me battre avec un propriétaire. OK. D'entreprise. Mais c'est son fils, il arrêtait pas, il montait sur la scène. Il est venu me narguer sur la scène. OK. Puis il arrêtait pas. J'ai failli me battre là. Puis ça n'avait pas été drôle, mais je me souviens une fois Christopher William dans un corporatif. Tu connais Christopher William, l'humoriste? Lui, il était dans ses années un peu weird, là. Je fais un show d'un corpo avec lui, puis il est en première partie. Puis il y a un monsieur qui arrête pas de parler dans la salle. Puis lui, ça le dérange, puis tu sais, déjà lui,
Lui, il est spécial. Là. Si tu l'allumes, les allumettes, lui, tu sais plus ce qu'il va faire. Tu n'as aucun contrôle sur ce gars-là. Il part avec le micro dans la salle. Hey, il dit, c'est toi qui parles. Ta gueule. Paf! Il donne un coup de micro SM58 sans métal dans le front. Puis c'était le propriétaire qui l'engageait. Oh. Le gars, il pissait du front. Les gardiens, ils l'ont sorti. Écoute, c'était une anecdote incroyable, ça. On va y revenir. Tu peux-tu nous relancer à la pause? Lance-nous à la pause avec un personnage, n'importe quel, là, vite fait. En tout cas, moi, je te dirais que moi, André Sauvé, tu sais, va dire, ça tourne dans ma tête, je devrais vraiment arrêter de licher sur des batteries. On s'en va en pause, on revient après. C'est ça, c'est le même. Je m'appelle Dave Goudreau, je suis copropriétaire des gouttières Air L'Éveillé. Gouttières L'Éveillé est une compagnie très bien établie en Mauricie, qui compte 4 représentants sur la route et 3 unités d'installation. On dessert la grande région de Trois-Rivières et les environs. J'ai souvent des clients qui m'appellent pour me dire que leurs gouttières débordent ou qui sont déformées ou décrochées. Depuis que j'installe le Double Pro, je n'ai jamais eu de réclamation. Le Double Pro d'Alurex, installé par Gouttières Air L'Éveillé, c'est le choix gagnant. Ah, j'aime ça, Stat. Je le suis depuis le début. Ouais. Stéphane Rousseau est bon. Ouais, il a été critiqué, mais il est bon. Non, il est très bon. Il est très bon. Ouais, puis j'aime bien Marilyn Jonca aussi. Elle joue dans n'importe quoi. Ouais. Là, surtout dans Dumas, là, c'était écœurant. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les humoristes qui vont... ils vont faire de l'acting ou qui vont jouer dans des émissions comme ça? Si eux autres, ça vient les chercher, c'est eux autres qui aiment ça. Tu sais, moi, je me suis fait tellement achaler avec ça. Ma femme, elle m'achalait souvent. Pourquoi tu y vas pas? Écoute, j'ai fait des auditions, j'ai fait de la publicité, j'ai fait des pubs. Soit pour Publisac, j'en ai fait pour... Coq-Rôti à l'époque, j'ai fait des pubs. Mais j'allais faire des auditions à Montréal, là, puis c'était pas moi, là. Sérieusement. C'est stressant? C'est stressant, puis tu rentres dans la place, sont 3 ou 4 à l'arrière d'une table, là, puis tout le monde est sérieux, puis là, moi, je fais comme, OK, moi, je suis habitué de faire rire le monde, OK. Puis là, je regarde à l'arrière de moi, qui passe l'audition, tous des acteurs connus, là, je fais comme, c'est sûr que le casting, si je l'ai, peut-être je vais l'avoir, mais sinon, les chances sont minces. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, ça m'intéresse pas. Honnêtement, là, même si on voudrait me donner un rôle, là, comme comédien, non, ça vient pas me chercher. J'ai fait des 3e rôles muets, moi, j'ai bien aimé ça. Moi, ce qui faisais un sapin? Ouais, c'est ça. Un sapin. Le gars, il faisait un sapin? Ouais, dans l'annonce, une sirène au nez rouge. Mais non, mais ce que j'aime, moi, c'est souvent, c'est tout le décor, l'ambiance, l'arrière-scène, c'est tout ça qui me passionne. T'sais. J'ai organisé un show d'humour à un moment donné, je n'ai parlé encore dans le podcast, puis ça, je suis quand même fier de ça. À la Salle Thompson, on a loué à Salle Thompson, on a pris 4 humoristes, puis tout. Tu m'as pas appelé. Tu m'en vas d'ici. Mais je vais t'appeler pour le prochain parce que j'ai d'autres projets là-dessus. Puis, moi, je suis en arrière, là, sur le côté de scène. Là. OK. Je capotais. Moi, j'aime ça. J'en mange, puis comme je t'ai dit, quand j'étais sur une scène, puis que je jouais, je m'imagine. En tout cas. Fait que, non, mais c'est fun. Ouais. Mais là, toi, 150 imitations, là, c'est ça, à un moment donné, il y en a qui reviennent plus souvent. Là, ça revient plus souvent comme... Écoute, faire une voix, souvent, c'est... je vais prendre une voix, puis une voix d'un autre, puis je vais les relier. Des fois, ça va être une voix nasale, mais m'a juste enlevé le fait que ce soit nasal, puis ça va devenir la même voix. Tu sais, il y a des imitations comme ça, là, que je peux reprendre. Donc, ça revient à un moment donné, là, tu sais, à longue... Puis tu avais voulu faire un record Guinness, là? Oui. Ben oui, j'ai voulu faire un record Guinness. En fait, je l'ai réussi. Okay. 50 voix en 3 minutes, 3 minutes quelques secondes, là. Et j'ai réussi à le faire, sauf que ça n'a pas pu être homologué, étant donné que c'est des voix québécoises, blablabla. Puis, ben, je faisais beaucoup de voix. J'ai voulu faire du doublage. Et ça, là, un monde fermé, là, ça, c'est un monde fermé. C'est dur à rentrer, là. Ah ouais? J'ai eu plusieurs gérants dans ma carrière, puis ils ont tout fait me rentrer là. Ça n'a jamais fonctionné. C'est un monde fermé, là, parce que des voix de bande dessinée, de personnages animés, moi, ça vient me chercher. Ouais. Tu sais, être comédien, non, mais ça, là, j'aurais voulu faire ça dans ma vie, beaucoup. C'est là. très payant, en plus. Puis oui, mais c'est même pas une question d'argent, c'est une question de
je voulais faire les voix. Moi, j'entendais toute ma jeunesse. Même là, les Simpsons, il y a plusieurs voix que je fais dans les Simpsons. Tu sais, exemple, le père de Milhouse. « Hey, c'est moi le père de Milhouse! Radical! Moi, c'est le grand-père Simpson! » Puis, moi, c'est le professeur Frank. Oui, moi, je comprends que... moi, c'est... Comment que c'est? Moi, c'est Barney! Hey! Non, attends, comment c'est quoi déjà? Je cherchais... Non, mais les amis de... Les amis d'Homer, là. Ah, comment ils s'appellent, là? Ouais. Moi, c'est l'aîné. Oui, moi, c'est Carl. Moi, je suis l'ami de Homer. Moi, c'est Carl. Salut, c'est moi le gars des comiques. Moi, c'était son vrai, mon super atomique. Il est fatou. Mais le professeur Frank... Hey, non, c'est Krusty! Non, Krusty le clown! Non, les petits enfants! Toi, tu le fais en show? Ben, j'en faisais un petit peu en spectacle. Là je le fais. J'ai ramené une couple de voix en spectacle, ouais. Okay. Des personnages, des bandes dessinées. Je faisais aussi Scooby-Doo, t'es où Scooby-Doo? Scooby-Doo? Oh, Shaggy, t'es où? Oh oui, là, je vois le talent que t'as pour faire le doublage, ces affaires-là. Ouais, j'aurais tellement aimé ça, là, faire parce des que voix. souvent, il y a des acteurs où ils ont le doubleur québécoise, qui à un moment donné, ils décèdent, là, tu peux prendre leur place. J'ai essayé avec Homer Simpson, quand il est décédé, puis... mais je l'ai pas assez. Je suis pas assez sur la coche, Homer. Okay. Il aurait fallu que ce soit d'autres personnages qui décèdent. Mais lui, je pense que c'est lui qui faisait Grand-père Simpson. Aussi, oui. Ouais. Ça se peut, hein? Je pense que c'est lui qui faisait ça. Mais au début, Krusty, c'était Marc Labrèche qui le faisait. Là, après ça, c'est Richard Lachance. Le comédien qui a joué dans la Chambre en ville. Okay. Les cheveux frisés noirs. Là. Il sortait avec Patricia Paquin. Là. OK, Hey, là, on remonte loin. Chambre en ville. Ah, c'est ça, mais moi, c'est pas moi qui écoutais ça, là, c'est mes sœurs. Wow, dis-le donc. Ça, puis Bagatelle. Bagatelle, je connais pas ça. Bagatelle, ça c'est vieux. Il y en a qui vont dire, ouais, là, il était chercher ça loin. Ça, c'est vieux, Bagatelle. Les gars-là, juste pour rire, t'en as fait combien? Les gars-là, juste pour rire, tu vois, j'ai fait plus d'auditions que le gars-là. OK. Parce qu'il faut passer une audition juste parce on n'est pas invité, là. Ben, tu peux l'être, oui. Honnêtement, moi, j'ai, à partir de 2002, en 2001 ou 2002, jusqu'en 2012, j'ai fait des auditions. J'ai envoyé des textes. J'ai jamais été pris. Okay. Mais j'ai fait 2 galas à Juste pour rire, dont un que j'étais avec Steve Diamond, Michael Rancourt, Jean-Guy Moreau, André-Philippe Gagnon, Benoît Paquette. T'as tous des imitateurs ensemble. On faisait un numéro avec Lise Dion. Puis il y a une autre fois aussi, j'ai fait un numéro avec Michael Rancourt, Steve Diamond aussi, sur un gala de Jean-Marc Parent. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai fait on m'a toujours invité pour faire des numéros collectifs. OK. Ouais, juste pour rire, là. Puis, sinon, extérieur, j'en ai fait, par exemple. OK. Puis à Québec, les autres, c'est quoi? C'est sur invitation ou c'est le même principe? À Québec, c'était Mario Grenier, qui était animateur de radio à l'époque, qui était... c'est lui qui a parti ça, le Grand Rire Bleu, tu sais, avec... comment il s'appelle? Voyons, je m'excuse, là. Son nom. Fait que Mario Grenier, il y avait des soirées d'humour au Dagobert à Québec. Depuis des années, il faisait ça. Fait que beaucoup, on s'est fait voir là. Beaucoup d'humoristes s'est fait voir là. Fait que donc, moi, je me suis fait voir là également. Il m'a invité sur le gala. En 2001, mon premier gala que j'ai fait, c'était au Grand Rire Bleu, justement. Puis on m'a invité là pour faire... J'avais 1 minute et demie à faire à peu près. C'est Jean-Michel Anctil qui présentait Peter McLeod, mais Peter rentrait pas, c'est moi qui rentrais. OK. Pour comme déjouer le monde, puis tout ça. C'est moi qui rentrais et commençais à faire le numéro. Fait que c'était ça le numéro que j'ai été invité à. Suite à ça, en 2002, j'ai pris de l'expérience, fait bien des shows. Puis en 2003, ben, j'ai fait un autre gala au Grand Rire Bleu, puis c'est là que ça
Cette année-là, ça a tout pété, là, ça a marché, là, c'était fou. Là. J'avais fait le front page du Journal de Québec. J'ai eu un gala avec moi dehors, j'en ai fait un, j'ai animé un gala. J'ai gagné le Nez d'or pour Révélation de l'année. Fait que tout ça a déclenché là, dans cette année-là. Les bons côtés de ce métier-là, puis les mauvais côtés, c'est sûr qu'il doit y en avoir des mauvais, puis des bons. Tu es capable de m'en parler là-dessus? Ben, écoute, je vais te parler des bons côtés pour le moment. Parce que les bons côtés, c'est quoi? C'est que tu fais ce que tu aimes dans la vie. Ouais, c'est ça. Tu fais rire le monde. Tu as un contact avec les gens. Tu parles à beaucoup de gens. Tu as des belles rencontres. Tu sais, pour moi, c'est le beau côté. Tu voyages. Je fais le voyagement, j'aime ça. Fait que tu vois plusieurs endroits. Écoute, le Québec, je mettrais une map, là. C'est pas une blague, là. Je suis rendu au-delà de 3200 ou 3300 spectacles dans ma carrière. Là. C'est bon. Fait que j'en ai fait des places au Québec. Je pense que j'ai tout fait. Ouais. Si je me promène en auto avec des amis de couple, mettons, puis on passe d'un village, Saint-Ramatoué, n'importe quoi, ils font comme « Hey, je connais pas ça. » Je dis « Hey, faites un show, là, moi. » Faites des shows partout. Bon côté. Mauvais côté, je te dirais, bon... C'est quand ça fonctionne pas bien, c'est sûr. Mauvais côté pour moi, c'est d'avoir une grippe, d'avoir un rhume. Ça me détruit complètement. Puis moi, automatiquement, j'ai du stress ou j'ai une grippe, elle jette automatiquement dans la gorge. C'est cordes vocales, immédiatement. Va chercher pourquoi, là. Elle peut pas être dans les genoux. Non, non, ben, c'est tout le temps ici, ça la gorge. Des fois, tu vas pas une grippe, tu vas tousser. Moi, c'est pas ça. Ça va là, puis je perds la voix. Fait que ça me stresse énormément. Fait que ça, c'est mon mauvais côté à moi. L'autre mauvais côté... ton outil de travail. Ouais, c'est mon outil de travail. Fait que ça, c'est le mauvais côté. Puis sinon, j'ai-tu des mauvais côtés? C'est la stabilité. Je dis, à moins que tu aies un an de booké, là tu te dis, ah ouais, regarde, j'ai un an de booké, mais quand tu y vas à semaine, 2 semaines, au début de carrière, c'est sûr que ça doit être comme ça. Tu sais pas quand est-ce que tu vas travailler. Là, exact. Puis le début de carrière, c'est là un mauvais côté. Je vais te donner une anecdote comme ça d'un mauvais côté. C'est que tu sais pas dans quel endroit que tu vas te rendre quand je faisais des bars, des brasseries. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Brasse. Sacrifice. J'ai fait un show à une place dans le coin de Black Lake. C'est Black Lake, peut-être Fairmont, tout ça. Une petite place, là, un petit village pas loin. Je me souviens plus du nom. Puis, je suis dans un bar. Puis, en arrivant, je vois des Harley Davidson. Il y en avait des Harley, il devait en avoir 30, 35. J'étais avec ma femme encore, avec Lynn, à l'époque. On rentre là, ça doit faire 20 ans de tout ça, là. Fait que là, on rentre dans le bar, puis là, ben, tu sais, ça fumait dans ce temps-là. Il y a de la boucane. Hein. Puis là, ben, je commence le show, puis j'avais une patère dans ce temps-là, puis c'était plein de costumes, puis tout ça, puis un moment donné, moi, je ris. Quand dans le show avant, c'est que je riais toujours d'un village pas loin. Tu sais, c'était un running gag qui venait tout dans le show que je riais d'un village pas loin. Puis là, je commence à faire ça parce que j'ai demandé à quelqu'un, c'est quoi un village poche dans le coin? Là, il m'a donné un nom. Fait que là, je riais de ça. Mais eux autres, les motards qui sont là, le local est dans ce village-là, OK? Et là, ça rit pas. Puis, un moment donné, je regarde en arrière, puis je vois une lumière qui fait ça de même dans les airs. Puis c'est Lynn qui avait une flashlight. Elle avait une lumière de poche qui faisait ça de même dans les airs. Elle faisait des signes. Là, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Un moment donné, pour vrai, pendant le show, là, ça faisait peut-être 35 minutes que j'étais là, il y a un gars qui monte sur la scène, il vient me voir, là, je me tasse du micro, tu sais, puis il me dit dans l'oreille, il dit, OK, il dit là, mon petit gars, il dit, t'as 15 minutes, tu ramasses tes cochonneries, là, et puis tu sacs ton camp. Puis il dit ça, t'as 15 minutes, parce que le gars au bar, là, il veut te péter les jambes, t'as 15 minutes, on le retient. Hey, là, je filais pas, là, ben je suis tout seul, tu sais, ils sont 35, je suis tout seul, là. J'ai beau me savoir une défendre dans la vie, là, mais là, je vais chercher... Ma femme, je faisais signe, non, je vais pas été à chercher parce que le gars était là. Je faisais signe, non, viens-t'en. Fait que là, elle ramasse toutes les affaires, ça en vient, hey, écoute, 15 minutes, puis j'avais du stock à ramasser. Avant ça, j'avais plus de matériel. Hey, on a fait ça vite, là. Puis on a mis ça dans le char. Hey, on regardait dans le miroir, ça allait, là. Ouais, j'étais nerveux, là. Fait que ça, c'est le mauvais côté que j'ai eu dans ma vie. C'est la plus anecdote la plus difficile. Là. T'as pas pris le temps de prendre ton cachet? Non, non, pas de cachet. Fuck le cachet. C'est ça, en début de carrière aussi, les cachets, en parlant de ça, ça doit être... des fois, tu vas
je sais pas moi, au Lac-Saint-Jean, n'importe où, assez loin pour quoi, 25, 30, 40 piastres. Tu vas pas là pour ça, tu vas chercher de l'expérience. Bien souvent, ça doit coûter de l'argent pour aller... Je ne sais pas aujourd'hui comment ça fonctionne. Mais quand moi j'ai commencé, je te dirais, je faisais des bars en 2002, 2003, 2001, 2003. C'était quand même pas pire. Okay. Tu sais, je vais te dire qu'on faisait une tournée, là, on faisait un 45 minutes, parce que t'avais le gars qui n'était pas un headline. T'avais un headliner, que lui faisait 45 minutes. Puis t'avais une première partie, lui faisait 15 minutes. Puis moi, puis Mathieu Gratton, on était comme les seuls que ça a pris 6 mois. On faisait du headline parce qu'il voulait plus partir. Il n'y a pas un humoriste qui voulait nous avoir en première partie. OK. Parce qu'on rentrait trop fort. Oh. Fait que ça a fait qu'on a commencé à faire du headline assez de bonne heure, tu sais. Puis 45 minutes, à l'époque, donnait 650 en dessous de la table. Oh. Quand même, c'était bon, là. Ouais. T'en faisais 3-4 semaines, là, en dessous de la table, là. Ouais. Aujourd'hui, il n'y en a plus de ça, là. Oubliez ça, là, en dessous de la table, tout ça, puis il n'y en a plus, là. Puis c'est même plus de même, ça marche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bizarre, ça fait comme les chansonniers. Parce qu'à l'époque, j'ai commencé dans l'humour, puis je faisais ça. Les chansonniers, là, ils étaient comme... pas payé, là, tu sais, il faisait des bars à 25, 30 piastres, 40 piastres, 50. Peut-être que je me trompe, là, je m'excuse à des chansonniers ou des musiciens, mais c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, là. Fait que, puis c'est aujourd'hui, un jour, je me suis dit, un jour, ça va être le contraire, un jour, ça va être l'humour. Il va y avoir tellement d'humoristes que, tu sais, les humoristes vont aller jouer pour rien, puis ils vont aller faire des 40 piastres, des 25 piastres, mais Simonac, je pense que c'est ça qui se passe, tu sais. Mais moi, j'en fais pas, mais ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui font des bars, puis des fois, ils vont y aller gratuit. Mais c'est correct pour l'expérience, là. Okay. C'est correct. Ah ouais, j'ai rien contre ça. Puis il faut prendre l'expérience dans la vie, puis à un moment donné, il fait en sorte que tu vas gagner ta vie. S'il faut, ben, tu vas avoir des cachets un petit peu plus chers, mais ça, c'est toi à le prouver, puis c'est à toi à te définir comme personne là, sur scène. Puis, qu'est-ce que tu penses de ça, les humoristes qui, ben, ça pousse, là, comme chaque année, il en sort plein, là, veut dire, là, est-ce qu'il y en a trop? Puis, la question est posée souvent, là, avec, des fois dans les podcasts, là, mais est-ce que tu penses qu'il y en a trop en ce moment, des humoristes, ou il y a de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour tout le monde. C'est comme des produits, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, des chips, tu vas sortir des sortes de chips, ça n'arrête pas d'en sortir des sortes de chips, soit des plus préférés, mais tu sais, moi, je dis, tu sais, c'est la qualité. C'est juste la qualité. Je dis, ça va-tu diminuer la qualité? Non, moi, je dis pas ça. Je dis que l'humour change, pardon. J'ai des rapports, je bois de la bière, rien que des rapports. Et c'est la qualité, les qualités des numéros. Mais aujourd'hui, les jeunes qui poussent font de l'humour pour les jeunes qui sont là. Okay. Tu sais, ça suit, là. Tu sais, c'est logique aussi. Mais moi, j'ai pas eu cette façon-là de travailler. Il y en a qui l'ont eu. Moi, j'ai pas eu cette façon-là. Moi, j'ai tout le temps... Je me suis toujours dit, moi, il faut que je travaille pour les gens, puis pour tout le monde. Et pas juste ceux qui sont là, pas les jeunes, mais pour tout le monde. Ouais. C'est pour ça que j'ai gagné ma vie aussi. Parce que j'étais capable d'aller faire des spectacles pour les gens qui sont plus vieux. Moi, je suis capable d'aller faire un RPA, une résidence de personnes âgées, puis demain matin, je suis capable de faire pour des jeunes. J'ai pas de problème, là. Fait que, tu sais, j'ai élargi mes affaires. Mais je pense pas qu'il y en ait trop. Ouais, je pense qu'ils ont su s'adapter avec les TikTok, ces affaires-là, les jeunes. C'est ça. C'est autre chose. Arnaud Soli qui fait des TikTok, fait plein d'affaires. Ouais, exact. Ouais. Puis la pandémie, c'est rare que je parle de ça, la pandémie, mais ça t'a affecté quand même, ça l'a ralenti un peu ta carrière. Oui, mais je comprends que tu m'en parles aussi, parce que c'est sûr que ça a touché le monde artistique là, énormément, là, les événements. Puis tout le monde dans l'événementiel. On va pas se cacher que ceux qui font de l'événementiel, comme des Corallium à Trois-Rivières, ça les a atteints aussi. Là. Et moi, j'ai tout perdu en 2020. Là, l'année, c'était tombé à l'eau. Et là, je savais plus quoi faire, parce que c'est sûr que je me suis renouvelé, j'ai fait du virtuel, mais tu sais, faire des spectacles virtuels, c'est pas cool, là, on va se le dire, là. Puis moi, je faisais pareil, mais c'était pas cool. Puis je t'organisais, j'avais des écrans devant moi chez nous, j'étais au top organisation, là, pour vrai, là. Mais c'était pas cool, là. C'était pas super le fun, du monde qui est en train de manger un spaghetti, qui te regarde, là, tu le vois, puis t'es tout sérieux. C'était pas super cool. Mais je l'ai fait quand même. Ouais. Mais la pandémie a fait en sorte que, tu sais, moi, je faisais ça dans ma vie, ça fait 25 ans que je fais juste ça, des spectacles. Puis ça m'a remis en question. Fait que là,
je me suis trouvé un travail là, à partir de 2022. Là, je suis rentré au fédéral. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis encore là présentement. Je sors quand même un spectacle. On va voir ce qui va en découler. On s'essaye. On va voir. Ça fait des années que je n'avais pas sorti un nouveau spectacle, un one-man show. Et je pense que j'ai une bonne recette dans les mains puis pour que ça fonctionne. Fait qu'on on va tout donner, puis on verra, rendu là. On verra si j'ai plus de contrats, s'il y a plus de salles de spectacle qui font en sorte que je prenne une année sabbatique à mon travail. Je vais le faire, puis on verra la suite des choses. Peux-tu nous en donner un aperçu de ton nouveau spectacle? Ben, je peux en parler, mais d'en faire. Ouais. Non, pas d'en faire, juste en gros, un aperçu. Okay, un aperçu qu'est-ce que ça va avoir l'air? OK, que ça a l'air. C'est un peu l'histoire de ma carrière là-dedans, parce que je dis pourquoi je fais des imitations, un peu comme je t'ai expliqué dans le podcast, que j'ai jamais pratiqué d'imitation dans ma vie, que ça sort tout seul. Fait que ça s'appelle Métamorphose. Puis, ben c'est ça, parce que je dis au monde que la métamorphose est partout dans nos vies. Puis là, je compte mon histoire, comment ça a commencé quand j'étais jeune. Là, commençais à faire des imitations quand j'étais petit, blablabla, comment ça se passait. Ah ouais. Et là, ben, qu'est-ce qui se passait? Je m'imitais mon grand-père. Fait que là, j'imite mon grand-père aussi. Mon grand-père aimait de la musique, il aimait beaucoup. Fait que, c'est une histoire qui se suit. Bon, il aimait beaucoup le country. Fait que là, on part avec une tune country américaine. Guitare Cadillac. Puis là, j'ai mon guitariste qui est incroyable, Christian Demers. D'ailleurs, je vais les nommer Christian Demers, Louis Bergeron à batterie, puis à la base, Ghislain Marcoux, incroyable. Lui, on fait un numéro ensemble. Je vais avoir un numéro qui reflète un peu les jokes de mon oncle, les jokes de papa qui appelle aujourd'hui. Là. Je vais avoir un numéro qui reflète ça. Mais dans une autre circonstance, là, je pensais à ça. Puis là, à un moment donné, on est venu à... On a trouvé une idée de faire les comme les Blues Brothers, mettons, mais là, c'est les Joe Brothers. Déguisés pareil, on danse, on compte des jokes une après l'autre, tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Je fais un hommage à Yvon Deschamps, un hommage à Johnny Cash également dans ce show-là. Écoute, on passe dans plusieurs styles de musique, autant que dans le ZZ Top, qu'on va aller dans le country, puis on va même dans le quétaine. J'imite le monde dans la salle. J'imite beaucoup d'humoristes québécois, dont Mike Ward, Louis-José Hood, André Sauvé, Boucard Diouf. Et il va y avoir du Michel Barrette, du Danny Turcotte, Jean-Marc Parent, Jean-Michel Anctil. Elvis Gratton, il est là. Colique! Non, mais ça, c'est vrai. Mais il y a un numéro à la fin. Venez voir ça quasiment pour ce numéro-là. J'ai repris un peu mon record du monde que j'ai fait, mais je le fais d'une autre circonstance parce que c'est pour ça que si on voit sur l'affiche, vous allez voir Métamorphose, je suis dans une camisole de force. C'est comme si j'aurais été interné parce que j'ai de la misère à me contrôler avec les voix dans la vie. T'sais. Le but est un peu là. Et c'est qu'à la fin, il se passe de quoi de spécial. Je vous le dis pas c'est quoi. Mais c'est un numéro assez spectaculaire. Ouais. Ça, c'est à partir de quand ça commence? Écoute, on l'a fait une première à Shawinigan le 21 mars 2025. On a fait la première parce qu'on avait besoin de vidéo également. Fait que ça a été filmé dans la salle professionnellement pour avoir le vidéo promotionnel. Là, présentement, on est à contacter les salles de spectacle partout à travers le Québec. On est à la recherche d'un gros commanditaire aussi qui va s'ajouter pour pouvoir faire de la publicité, question de journaux, radio, TV. Fait que on s'en va là pour essayer d'aller chercher des dates pour peut-être 2025 si on est capable, sinon 2026, 2027, 2028, peut-être 1, 2, 3 ans de tournée. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis en train d'écrire Métamorphose 2. Ah non. Fait que déjà. T'anticipes le succès, là. Parce qu'on le voit à la fin de ce show-là qu'il y a une suite à ça. Okay. Ouais. Ben, c'est un nouveau concept parce que moi, tu me l'expliques, là, puis j'ai jamais vu ça. Là, moi, j'en ai suivi des shows d'humour, puis j'ai hâte de voir ça. Puis, tu sais, comme je n'ai pas posé la question tout à l'heure, mais tu sais, comment tu concilies le travail puis la famille? Tu sais, avec tout ça, tu peux pas être souvent à la maison. Non, mais les enfants, moi, écoute, moi, j'ai eu 3 gars, mes 3 gars, le plus jeune, il a 30 ans. Fait que, regarde.
On a eu 5. C'est correct, Ouais, c'est ça, ils sont tout partis. Là. Tout au long de la carrière, tu as réussi à gérer ça. On a réussi à gérer ça. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait quand même. Les enfants, souvent, on les amenait aussi avec nous autres si on allait en tournée, mais pas toute la gang. Les enfants étaient chez leur mère, blablabla. Mais tu sais, ça a été quand même assez tough. Par contre, moi, j'avais de la semaine devant moi. Je travaillais pas dans la semaine. Moi, je travaillais le vendredi, samedi tout le temps. Jeudi, vendredi, samedi en spectacle. J'étais en envers du monde. Fait que là, aujourd'hui, je suis plus en endroit. Mais la famille, c'est plus pareil aujourd'hui. J'ai plus de temps. Fait que, ouais, c'est le temps, là. C'est l'heure. Puis ça me tente. Puis je veux montrer aux gens de ce que je suis capable de faire. Puis je sais que j'ai le potentiel de faire rire bien des gens. Puis que les gens vont aimer ce show-là, c'est sûr et certain. Puis, en terminant, mettons, là, il y a un jeune qui voudrait suivre tes traces, là. C'est quoi les conseils, les bons conseils que tu pourrais lui donner? Fais jamais ça! Ben, si je veux suivre mes traces en humour, vas-y, go, prends l'information. Fallait pas pour l'argent au départ. Fallait pas pour l'argent au départ. Mais, tu sais, c'est comme pour les joueurs de hockey. Si tu as un talent, vas-y, go, let's go. Va te perfectionner à l'École nationale de l'humour s'il faut, ou avec des gens qui ont des compétences, que ce soit en théâtre. Le théâtre, c'est génial. Ouais. Puis c'est encore pas quasiment mieux, mais je te dirais que faire de l'improvisation et aller au théâtre, là, c'est excellent pour être un humoriste sur scène. Ouais. Ça prend ça. Fait que je décide que si quelqu'un veut suivre mes traces, en imitation, vas-y, mais fais-toi le nouveau genre, trouve ta trace, trace-toi ton chemin à toi, de ta façon, parce que toi, t'es bien là-dedans. Si tu fais des imitations, ben fais-les actuelles, sûrement que t'es jeune, fait que tu vas aller chercher plus ton monde actuel. Ouais. Mais on va finir ça avec une petite imitation. Moi, je vais en faire une. Ah, OK, all right, j'aime ça. Moi, tu sais, Stéphane, moi, reste la bête, mon nom, c'est reste la bête. Moi, moi, t'as le promoté ton gars-là. Moi, ça ne dérange pas, moi, t'as le promoté. Je sais pas si t'étais intéressé. Moi, c'est Davilton. Moi, j'ai travaillé fort. J'ai arrivé Davilton. Moi, j'ai été, tu sais, Stéphane Wallet, c'était un bâtard, du père, tu sais, Stéphane Wallet, il a travaillé fort, tu sais, Moi, c'est mon poulain, ça. C'est mon poulain, ça. Merci tout le monde. StéphaneBélanger.com, allez voir ça, allez faire un petit tour. Yes, ça, on va le marquer à la fin. Merci, puis, François. Merci d'être venu. Yes, merci de l'invitation. C'était cool au bout. Ouais, merci. C'était bon.